Bonjour Nathalie. Bonjour Hélène. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast à mon micro. Moi, je t'ai découvert en lisant ton livre Plastique, le grand emballement, qui est paru aux éditions Stock en 2020. Et en fait, vraiment, je le dis ici parce que c'est quand même, c'est la vérité. Et ce livre a changé ma vie. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, depuis un moment, peut-être que vous avez remarqué qu'à partir à peu près de ce moment-là, 2020, j'ai complètement basculé en fait aussi. J'ai ma compréhension du monde a changé et ton livre est venu à un moment, je pense, charnière pour moi. Après beaucoup d'autres lectures, après avoir pris conscience de plein de choses et quelque part tu es venu sédimenter, c'est venu faire la catalyse d'un vrai point de bascule pour moi et pour le beau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment en fait à avoir envie de m'engager encore plus. C'est là aussi où j'ai compris qu'en fait la question du beau et la question du plastique étaient intimement liées et intimement liées aussi à nous, à notre écosystème, aux vivants, que c'était une succession d'engendrements avec au milieu l'activation de nos désirs, quelque part aussi que ce sujet-là venait convoquer et chercher quelque part un peu notre responsabilité, la manière dont on se situe par rapport à nos besoins, à nos usages, mais aussi aux visions long terme, court terme comme nous avons, à notre rapport à notre environnement, notre rapport à la mort aussi, peut-être qu'on en parlera, je sais pas, mais en tout cas, le plastique qui finalement est invisible dans la partie la plus dangereuse quelque part, nous a rendu de tels services absolument sans cesse ces dernières années et est venu justement préserver la longévité de beaucoup d'autres matériaux qui ne sont pas a priori en plastique, mais qui finalement en contiennent pour les faire devenir étanches, parce qu'en fait, le plastique a cette merveilleuse capacité de pouvoir venir empêcher l'eau de se glisser quelque part, et donc la moisissure, et donc le fait que les choses s'abîment, et donc c'est anti-vie quelque part, parce que finalement, il empêche justement l'eau de se positionner à ces endroits-là, et ces merveilleuses trouvailles nous amènent aujourd'hui à nous poser des sérieuses questions sur notre relation avec lui. Et je crois vraiment que personne d'autre que toi ne peut aujourd'hui, Nathalie, nous aider à comprendre en fait ce sujet dans ses racines. Donc toi, je le rappelle, tu es directrice de recherche à l'INRAE, donc c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et tu es la spécialiste mondiale du plastique. Tu as été pionnière dans le domaine des emballages alimentaires et tu dénonces depuis plus de 2 décennies l'omniprésence en fait du plastique. Tu as coordonné de nombreux projets de recherche internationaux qui visaient à développer des alternatives biodégradables au plastique traditionnel. En 2017, tu reçois le laurier défi scientifique de l'INRAE pour tes travaux sur la biodégradation des plastiques issus de résidus agroalimentaires. On parlera un tout petit peu dans ce podcast de biodégradation parce que tu as des éclairages indispensables et d'intérêt général à nous apporter. Et ton engagement, plus généralement, ton travail ont été reconnus par des tas de distinctions. Notamment, tu as reçu 2 étoiles de l'Europe en 2015 et 2021 pour des projets européens innovants. Et en 2022, tu as été nommée chevalière de la Légion d'honneur pour tes contributions scientifiques. Donc un immense merci d'être là. Nathalie, tu as aussi contribué à sensibiliser le public et les décideurs à l'importance de réduire en fait cette consommation plastique, notamment en plaidant pour des alternatives durables et une meilleure gestion des déchets pour préserver évidemment tous nos écosystèmes qui nous permettent de vivre en reliance avec les cycles du vivant. Est-ce que tu peux peut-être juste nous, en introduction ici, nous dire toi d'où tu nous parles en fait aujourd'hui, et puis après on rentrera vraiment dans... Eh bien, moi, c'est vrai que je vous parle d'une espèce de montagne d'expériences que j'ai eues autour du plastique. Tout un tas d'explorations, à la fois sur les aspects positifs, tout ce que le plastique nous a apporté, parce que j'ai quand même commencé à m'intéresser à cette matière pour cela. Et ensuite, très rapidement et en même temps, sur tous les effets secondaires, on pourrait dire, qui ne nous sont apparus finalement qu'il y a 10 ou 20 ans à peu près. Voilà, donc moi j'ai consacré toute ma vie professionnelle à ça, dans différents milieux. C'est-à-dire que j'ai travaillé au sein de la recherche, j'ai travaillé avec les industriels, j'ai travaillé au sein de milieux un petit peu plus politiques, comme la Commission européenne.
Plus récemment, je me suis investie sur les interactions avec le public et donc dans les médias. Voilà, donc c'est vrai que je crois que j'ai côtoyé à peu près tous les acteurs de cette chaîne du plastique et je me suis penchée sur tous les aspects qui constituent la chaîne de vie de ces matériaux plastiques. Alors, ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je voudrais insister tout de suite. C'est ce mot chaîne, parce que très souvent, par abus de langage, on parle de cycle de vie du plastique, alors que justement, la vie du plastique, c'est pas du tout un cycle, et c'est ce qui pose problème. Donc, il faut faire très attention quand on s'exprime sur le plastique, il faut parler de la chaîne de vie. Et cette chaîne de vie, ce sont les ressources, ce sont les procédés de production, ce sont les usages. C'est aussi le problème de la gestion des déchets, mais ça s'arrête pas là. C'est aussi le devenir à très très long terme. Et cette chaîne de vie, elle est constituée de nombreuses étapes. Elle est très longue puisque la durée de vie d'un plastique est de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Et le long de cette chaîne de vie, on a tout un tas de milieux, de phénomènes, mais aussi d'acteurs sociétaux qui interviennent et qui sont impactés. Qui interviennent pas forcément, d'ailleurs pas uniquement, hein. Il y en a aussi qui sont impactés. Et donc voilà, moi je suis partie de la matière elle-même, vraiment, je me suis intéressée à la matière et notamment à l'usage comme emballage alimentaire, puisque j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et puis ensuite, donc, essentiellement au bénéfice d'usage. Ça, c'était il y a plus de 30 ans. J'ai démarré là-dessus, parce qu'il faut bien démarrer par un bout. Et puis ensuite, après, clac, 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 mes points de vue se sont élargis. Je ne suis pas restée que sur la matière. Je suis toujours restée près de la matière, mais pas uniquement. Et donc, j'ai élargi toutes mes explorations en allant vraiment au-delà. Voilà. Donc voilà d'où je vous parle. Et alors là, tu nous expliques que finalement, les plastiques ont une durée de vie de peut-être des centaines, voire des milliers d'années. C'est pas peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Et comment on le sait, ça ? Alors, on le sait d'abord parce que je crois qu'il faut dire que c'est quelque chose qui est important. C'est qu'en fait, quelque part, le comportement du plastique nous a tous surpris. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'homme utilisait toujours des matières qui, d'une façon ou d'une autre, réintégraient nos écosystèmes. Et on reviendra là-dessus, sur qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est stable ou pas, ou qu'un organisme est stable ou pas. Et donc, tous les matériaux réintégraient naturellement des écosystèmes. Donc, on ne s'est jamais posé le problème de ces accumulations de matériaux. Et puis, tout d'un coup, on s'est aperçu que le plastique, lui, il s'accumulait. C'est-à-dire que on retrouvait du plastique de plus en plus et absolument partout. Ce qui n'était pas le cas des matériaux. Par exemple, le papier, le carton, le bois. Il n'y a pas d'accumulation sur Terre de ces matériaux. Parce qu'en fait, eux ont un cycle. Voilà, parce que eux sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils sont digestibles par les organismes vivants qui existent naturellement dans notre environnement, hein, et y compris dans notre propre organisme. Ce sont des mécanismes biologiques qui sont le plus souvent enzymatiques, qui font que les organismes vivants sont capables de découper la matière pour en libérer les éléments constitutifs qui sont ensuite réutilisés comme nutriments pour reconstituer cette même matière. L'exemple typique, c'est par exemple la feuille d'arbre. Vous avez au printemps qui tombe, les feuilles d'arbre ne s'accumulent pas sur Terre, hein, elles vont être digérées par tous les organismes qui existent dans les sols, etc. Et ensuite, donc, les nutriments issus de ces feuilles végétales vont servir à resynthétiser les mêmes feuilles ou quasiment que vous allez retrouver à l'identique le printemps d'après. Et ça, c'est le plus bel exemple de recyclage que la nature nous offre. En fait, on va le dire autrement, le plus bel exemple du recyclage, justement de cycle, c'est la nature qui nous l'offre. C'est ce cycle du carbone, ce cycle court du carbone organique. Voilà, donc c'est un exemple, et il y en a d'autres, parce que ça, c'est un cycle biologique, et puis il y a des cycles géochimiques. Par exemple ? Alors, par exemple, le cycle de la silice ou le cycle du fer, où là, on ne passe plus uniquement, on passe par les organismes biologiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui font qu'il va y avoir une solubilisation de ces matériaux, qui vont ensuite partir dans notamment les eaux et qui vont ensuite se retrouver dans certaines, s'accumuler et se réagréger à certains endroits où on va pouvoir ensuite les réutiliser. Voilà. Mais disons que, en fait, tous ces cycles-là,
c'est des cycles qui donnent une stabilité à notre écosystème. C'est-à-dire que toutes les matières qui sont créées, elles sont en mouvement, et quelque part, elles sont en mouvement autour d'un cycle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir garantir une certaine stabilité de cet écosystème, puisque grâce à ce cycle, on va le retrouver quasiment à l'identique au bout d'un temps qui peut être plus ou moins long, mais disons qui permet qu'il y ait en harmonie, je dirais, avec le vivant. Voilà. Et qui permet au vivant de rester ce qu'il est. C'est comme si en fait c'était des sommes de compensation, mais à la fin ça fait pas zéro, mais en tout cas ça revient toujours à s'équilibrer. Voilà, ça revient toujours, disons, à un état qui reste vivable pour le vivant. Quand on parle de vie, on parle de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a forcément du mouvement, il y a des choses qui changent, il y a de la matière qui se crée, il y a de la matière qui est ensuite détruite, il y a de la matière qui bouge. Mais quel que soit le sens de tous ces mouvements, il n'y a pas de modification majeure ou d'accumulation majeure de substances ou de certaines matières qui vont perturber le bon fonctionnement de notre écosystème. Alors, je dis notre écosystème parce que, évidemment, que nous faisons partie de cet écosystème. Nous sommes juste un organisme, un petit élément de cet écosystème. Et du coup, c'est un peu pareil pour nous. C'est-à-dire que dans notre organisme, nous avons des cycles qui s'opèrent lorsque l'on mange, lorsqu'on excrète les déchets. Et tout ça, in fine, fait que on garde une certaine stabilité, de certaines constantes physiologiques dans notre organisme qui lui permet de rester vivant dans de bonnes conditions. L'écosystème, c'est la même chose, mais en plus gros. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que notre société s'est mise en mouvement, mais de façon peut-être, désordonnée, en tout cas pas très réfléchie. Et le résultat, c'est qu'il y a des accumulations de matière. Donc il y a des accumulations de gaz à effet de serre qui entraînent des changements climatiques, mais il y a aussi des accumulations de matières persistantes, comme les plastiques, et là aussi qui changent complètement les conditions de vie et qui nous mettent en danger, qui mettent en danger les conditions de vie de tous les êtres vivants. Voilà. Et alors, le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous... Donc, en fait, c'est-à-dire que là, le plastique, il est pas uniquement dans les matériaux, pas dans le matériau plastique, mais en fait, il s'est infiltré quelque part, un peu partout dans notre quotidien. C'est ce qui est il est très difficile de le concevoir. On a l'impression que c'est un espèce de concept abstrait, alors que pour nous, scientifiques, c'est très concret parce qu'on le voit. Alors, le plastique est un matériau qui a un comportement assez particulier, donc il n'est pas biodégradable, pas biodigestible, de façon vraiment inexorable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher. Dès qu'il est produit, il va commencer à se fragmenter, et il va se fragmenter à ce qu'on appelle d'abord en microplastique et ensuite en nanoplastique. Donc par exemple, ça veut dire qu'on achète demain du mobilier de jardin ou je sais pas, un truc en plastique, déjà... Voilà, dès que tu vas t'asseoir sur ta chaise de jardin, à la première pluie, elle va commencer à relarguer des petites particules de plastique. Ton pull en polyester, en laine mélangée, on dit maintenant, dès le premier lavage, il va libérer des microplastiques dans l'environnement, dans les eaux de lavage. Et le sachet de chips que tu ouvres, la bouteille d'eau, quand tu tournes le bouchon, tu as émission de microplastiques. Donc, et même la fenêtre que tu poses, enfin tout en fait. Tout, voilà, dès que la fenêtre en PVC commence à émettre dès sa pose. Et on parle beaucoup de micro et de nanoplastique. Qu'est-ce que c'est pour donner une idée? Parce que pour nous, très souvent, on pense que la pollution plastique, c'est les déchets qu'on voit, les macros. C'est-à-dire macro, ça veut dire qu'on est capable de le voir avec nos yeux. Et bien pour nous, c'est ça la pollution plastique. Et donc du coup, il suffit de nettoyer, de ranger, etc. pour qu'il n'y ait plus de pollution. Bon voilà, c'est pas ça la pollution plastique. La pollution plastique, ça c'est celle qu'on voit. Alors c'est moche, je suis d'accord. Donc, c'est celle qu'on voit dans les océans, par exemple. Voilà, sur les plages, un petit peu partout. On se dit dans les forêts, c'est moche. Mais ça c'est combien de pourcents finalement? À peu près. Je sais pas, mais c'est très peu finalement, c'est très peu. Et surtout, c'est très peu en termes de risque et de danger, parce que bien entendu qu'un animal, une baleine peut avaler un sac, une vache aussi, un bout de plastique, etc. Nous aussi, nous étouffer, mais c'est quand même pas très impactant parce qu'on peut s'en protéger quand même. Par contre, ce plastique, lorsqu'il est sous forme de microplastique, alors le microplastique, c'est quoi? Le microplastique, c'est 1 fois plus petit que le millimètre de votre règle. Alors c'est par exemple le grain de poussière que l'on voit dans le rayon de lumière de soleil. Voilà, ça c'est du micro. Donc on le voit encore,
difficilement, mais on peut le voir. Ça, c'est microplastique. Et ensuite, évidemment, le plastique ne s'arrête pas là. Il va se transformer en nano. Et nano, c'est encore 1000 fois plus petit. Et là, évidemment, le nano, il est complètement en dehors de notre vue. Et c'est là où il devient encore plus dangereux. Parce que ce nanoplastique, évidemment, ces particules de plastique, plus elles sont petites et plus elles sont capables de pénétrer dans les organes des êtres vivants. Évidemment. Et donc, à l'échelle nano, c'est bien plus simple qu'à l'échelle micro. Donc, c'est vraiment, plus le plastique est petit et plus il est dangereux. Et c'est pas tout. C'est-à-dire que cette fragmentation en micro, en nanoplastique, elle prend un temps très très long. Ça peut durer des siècles ou des millénaires. Ensuite, ces plastiques peuvent voyager partout, par voie d'eau, par voie d'air, puisqu'au dépôt, on pensait qu'ils ne pouvaient pas voyager par voie d'air, mais si, les plastiques, les micros et les nanoplastiques voyagent très bien par voie d'air. Bref, on les retrouve dans tous les compartiments, y compris dans nos propres organes. Et il y a un autre élément très important pour comprendre la dangerosité du plastique, et qui se combine avec les deux autres, donc la persistance, la fragmentation, c'est l'interaction. Le plastique n'est pas inerte, c'est-à-dire qu'il interagit très facilement avec les molécules qu'il va rencontrer, surtout si elles sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas trop l'eau. C'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de ce plastique, la raison pour laquelle on l'utilise. Et donc ces molécules hydrophobes, ou au moins partiellement hydrophobes, il va interagir très facilement avec elles. Et manque de bol, tous les polluants que l'on redoute, les pesticides par exemple, ils sont redoutables parce qu'ils sont justement hydrophobes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller s'accumuler dans certaines matières grasses de l'organisme, y compris dans le cerveau. Et c'est ce qui les rend dangereux. Donc ces pesticides, ils vont aussi interagir facilement avec le plastique qui va pouvoir les transporter. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que ces phénomènes d'interaction, ça permet au plastique, par exemple, lorsqu'il va arriver à l'approche d'une bière avant de passer un organe, nous avons des mécanismes de défense, c'est-à-dire que notre organisme est capable de dire « Ah non, ça je ne le laisse pas passer, c'est un corps étranger ». Eh bien le plastique, comme il est interactif, il est capable d'interagir avec vos protéines à l'approche de vos organes et de vos barrières biologiques. Et comme Harry Potter, il va se couvrir d'une cape d'invisibilité. C'est-à-dire que votre organisme ne sera plus capable de le reconnaître comme un corps étranger, puisqu'il sera recouvert de vos propres protéines, et hop, il va pouvoir passer très facilement. Il n'y aura plus de défenses qui vont se mettre en jeu. Et une fois qu'il aura passé ces barrières biologiques, les vôtres ou celles de tout un tas d'autres organes ou d'êtres vivants, eh bien, l'organisme ne possède pas les outils biologiques pour le dégrader. Aucun organisme, aucun être vivant ne possède les outils biologiques pour dégrader le plastique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'il aura pénétré vos organes, il va s'accumuler. Et comme tout corps étranger qui s'accumule dans un organe, il en perturbe le bon fonctionnement. Il perturbe le fonctionnement, il crée des phénomènes inflammatoires locaux chroniques. Et donc, c'est tous ces phénomènes-là qui vont dégénérer ensuite en maladies auto-immunes, cancer, maladies métaboliques, etc. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme. Et donc, c'est juste qu'il faut bien comprendre que le danger du plastique ne réside pas dans le déchet que l'on voit, mais il réside essentiellement dans sa faculté à se transformer en micro et en nanoplastique. Et c'est quand on ne le voit plus qu'il devient dangereux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte plastique, qui n'a rien à voir avec l'empreinte carbone. Oui, alors explique-nous du coup un peu la différence, parce que... L'empreinte carbone, c'est une empreinte qui permet de mesurer l'impact d'un procédé ou d'un matériau en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc essentiellement, pas seulement, mais de changement climatique. Et en fait, quelque part, on résume la capacité de nuire de quelque chose à son empreinte carbone. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, et tu vois, on le voit aujourd'hui dans le monde de l'édition, de l'architecture, de la construction, etc., tout le monde se met, même de l'événementiel, tu vois, vraiment tout le monde se met à faire son bilan carbone. Bon, voilà. C'est merveilleux. Mais en fait, on a l'impression que du coup, c'est comme si on se coupait. Enfin, ils sont pas en train de regarder tout à fait les bonnes choses, parce qu'il y a des énormes... Enfin, qu'est-ce que le calcul d'un bilan carbone ne prend pas en compte, très, très clairement? Alors, pour le plastique, le gros problème, c'est que si on se contente du bilan carbone, on a un gros trou dans la raquette de notre
réflexion et évaluation, on ne prend pas en compte le principal danger que représente le plastique, c'est-à-dire l'empreinte plastique. L'empreinte en micro et en nanoplastique. Certes, le plastique consomme de l'énergie et émet des gaz à effet de serre pour sa production, pour la gestion de ses déchets. Il en fait économiser au cours de son usage. Donc, en fait, on est toujours en train de discuter de la balance carbone, parce que il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, avoir des coûts en termes environnementaux, mais aussi des bénéfices. Par exemple, pour le plastique, il permet dans certains cas, pour certains aliments, de réduire les pertes et gaspillages alimentaires avec un emballage. Donc, quelque part, de réduire aussi nos émissions de gaz à effet de serre pour les aliments qu'on n'aura pas gaspillés et donc on n'aura pas à produire. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'avec ce bilan carbone, lorsqu'on parle de plastique, on est un peu à côté de la plaque parce qu'on oublie complètement le principal danger du plastique qui est cette empreinte plastique, c'est-à-dire la capacité de ce plastique à se transformer en micro et en nanoparticules qui vont durer des siècles et des millénaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas en compte? C'est pas par mauvaise volonté, c'est tout simplement parce que les outils dont on dispose actuellement, comme les analyses de cycle de vie, ne sont pas adaptés pour que l'on puisse prendre en compte des phénomènes dont on ne dispose pas tous les effets quantitatifs. Pour le plastique, c'est tellement compliqué ces phénomènes, ça s'étale sur un temps tellement long, comme on a dit des siècles et des millénaires, qu'on est incapable de mettre des chiffres dessus. Donc le résultat, c'est que on ne peut pas les comptabiliser du tout. Donc, lorsqu'on fait un bilan environnemental qui met en œuvre du plastique, quelle que soit sa forme, il faut comptabiliser l'empreinte carbone, mais surtout et d'abord l'empreinte plastique, c'est-à-dire la quantité en masse de plastique que l'on utilise, tout simplement. Donc, en fait, là, c'est dans la recette calculée. Voilà, tout simplement, il faut comparer les deux. Et il faut se dire que quand on utilise du plastique, si on ne prend que l'empreinte carbone, on va favoriser le plastique par rapport à tous les autres, forcément, à tous les autres matériaux. Puisque tous les autres matériaux, le papier, le carton, le verre, les métaux, le bois, etc., tous leurs impacts sont comptabilisés dans les ACV, mais pas le plastique. Donc le plastique est systématiquement favorisé lorsqu'on parle d'ACV. Par exemple, dans les ACV, enfouir du plastique dans des stations d'enfouissement, dans des décharges, quelque part, c'est le moins d'impact parce qu'il se passe rien. Sauf que c'est quelque chose qu'on lègue aux générations d'après. C'est-à-dire que ces plastiques qui ont été enfouis, ils vont devenir des micros et des nanoplastiques. Et ce sont les générations à venir qui vont souffrir de ça. Mais tout ça, c'est pas du tout comptabilisé parce qu'on ne sait pas le faire. Mais quand tu dis qu'on ne sait pas le faire, c'est que là, il y a des gens, au moment où on se parle, qui sont en train d'essayer de le faire pour que demain, on puisse le faire. Ou en fait, on ne saura jamais le faire et il va falloir qu'on change déjà Non, on ne sait pas le faire dans les ACV. C'est-à-dire qu'il faut accepter de rajouter un autre outil qui est celui de l'empreinte plastique sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres équipes de recherche, quelques-unes, pas beaucoup malheureusement, pour essayer de définir ce qu'est une empreinte plastique et comment est-ce qu'on la comptabilise. Alors, ça, comment est-ce qu'on peut raffiner de faire voilà, toi, exactement, avec tout à fait. toutes les recherches que tu mènes. Et on a déjà publié là-dessus. Parce que dans cette empreinte plastique, il faut soustraire le plastique qui est incinéré, le plastique qui est réellement recyclé. On essaie aussi d'avoir deux empreintes plastiques, une empreinte plastique immédiate et une empreinte plastique différée. C'est-à-dire que pour chaque plastique, il va y avoir une quantité de micro et de nanoplastiques qui vont être émises pendant sa production, son usage, la gestion des déchets. Et puis après, il va y en avoir une autre qui va arriver justement de 50 ou 100 ans plus tard. Voilà, donc comment est-ce qu'on évalue ces deux types d'empreintes et voilà. C'est hyper intéressant parce que du coup, là, ça nous fait aussi réfléchir à l'échelle, nous, d'une vie humaine, alors qu'on est tout le temps dans des choses avec des visions court-termistes. Là, du coup, tu es obligé d'intégrer des choses qui vont être au-delà de notre propre vie, sûrement. C'est ça. Tu es obligé de regarder le soleil en face, c'est-à-dire ce qui va se passer après ta propre mort, après notre propre mort. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très anxiogène dans notre société. Je pense que notre société moderne, elle a beaucoup mis de côté cet aspect-là. On a énormément de mal à l'aborder. On a un petit peu l'impression, parce qu'il y a quand même vraiment une injonction à vivre dans le moment. Aujourd'hui, là, maintenant. Ne regardez pas derrière ni devant.
Et moi, ça me laisse toujours un peu pantoise. Je me dis, mais oui, mais quand même, si on est là, c'est parce qu'il y a eu des générations avant. Et puis, moi, j'ai sincèrement envie qu'il y ait des générations après. Et je me dis que c'est bien d'être là aujourd'hui dans le moment, mais pas seulement. Et cette pensée du futur, elle doit se faire aussi dans le collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lever le nez de ce que l'on est aujourd'hui pour essayer d'aller voir comment vont vivre les générations à venir, mais c'est aussi lever le nez de ce que l'on est aujourd'hui dans le contexte, c'est-à-dire qu'on soit capable de regarder le problème à l'échelle planétaire et aller voir non seulement loin dans les années, mais aussi loin dans les kilomètres. Parce que le plastique, c'est un problème qui est planétaire. Sans frontières. C'est ça. Lorsque je vous dis que le problème, ce sont les micros et les nanoplastiques, les micros et les nanoplastiques qu'on ne voit plus, ils n'ont absolument mais aucune frontière. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah, mais nous, on gère bien nos déchets, on ne jette pas nos plastiques à la poubelle, on va retransformer nos bouteilles en chaises de jardin. Ça ne changera rien au niveau de la pollution. » Et ensuite, il faut aussi savoir que ces petites particules de plastique, non seulement on ne peut pas les récupérer, mais en plus, il n'y a quasiment rien qui va les arrêter, puisqu'elles sont vouées à devenir de façon inexorable de plus en plus petites. Donc, ne pas s'imaginer qu'avec un simple filtre ou un simple masque, on va pouvoir protéger les générations à venir des microplastiques qui seront émis par les plastiques que nous utilisons aujourd'hui. Ça ne sera pas possible. Oui, parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est il y a certaines personnes qui se disent bon, on va trouver des solutions, on va trouver des filtres, on va trouver des systèmes beaucoup plus robustes, performants, etc. Alors, certains disent d'ailleurs pas en plastique, mais dans d'autres matériaux. Ça, toi, tu n'y crois pas? Non, parce que c'est un petit peu une fuite en avant. C'est-à-dire que ce plastique se divisant de façon infinie, il y a forcément un moment où on ne va pas pouvoir l'arrêter. Donc c'est une course, je pense, qui est perdue d'avance. Et pour moi, j'y crois d'autant moins qu'il me paraît totalement stupide d'aller déployer des efforts énormes pour essayer de récupérer dans notre environnement et nos corps des plastiques qui auront servi à quoi? Pour la grande majorité, à rien. Un espèce de petit plaisir instantané que l'on aura eu à un temps T. Le plaisir, je sais pas, de porter une chemise en polyester pendant quelques heures, peut-être quelques mois, guère plus. Le plaisir de l'œil d'une décoration de Noël où en passant dans la rue, on se dit « Oh, c'est très joli ». Et bon, voilà, des exemples comme ça, il y en a plein, ils sont à l'infini. Et je me dis, mais quel est l'intérêt de se condamner à devoir courir, à se battre contre un monstre quelque part, parce que plus il est petit, ce plastique, et plus il devient monstrueux, alors que on a les moyens, dès aujourd'hui, de réduire au moins de 75%, c'est-à-dire les 3/4, les plastiques que nous utilisons. Parce qu'ils ne présentent pas d'intérêt, parce qu'ils ne servent pas notre bien-être, parce qu'on a à notre portée toute une gamme d'autres matériaux ou tout simplement une autre façon de faire. Donc moi je vais te donner un exemple qui me tient souvent à cœur. Je me dis, c'est la période de Noël, on a envie de faire plaisir. On peut faire plaisir autrement qu'avec des biens matériels. Un enfant, il n'a pas besoin d'être couvert de jouets en plastique, il a besoin du temps et de l'attention des adultes qui l'entourent. Et je crois que ça, c'est quand même une des plus grandes sources de bien-être d'un enfant. Et je me dis que, voire même en lui offrant un objet en plastique, quelque part, on lui dit, ben non, j'ai pas de temps pour toi, mais j'ai le temps d'aller travailler pour gagner l'argent, pour fabriquer cet objet, et je te le donne, et puis voilà. Et après, tu vas t'amuser tout seul avec. Donc, quelque part, je trouve que c'est un message, c'est pas un message amoureux. Non, c'est ça. C'est pas un message amoureux. Et vous allez voir, si vous réfléchissez bien, vous allez avoir tout un tas d'exemples comme ça où le plastique sert surtout à ça. En fait, quelque part, je dirais que le plastique est devenu aujourd'hui le doudou des temps modernes. C'est-à-dire, c'est devenu un objet de transition affective. C'est comme si on avait besoin, chaque fois qu'on fait quelque chose, de le marquer. Par exemple, on se dit, bon, hop, je vais avoir plus d'activité physique. Eh bien, il faut qu'on marque cette activité physique par tout un tas d'objets en plastique. Si vous prenez les grands magasins de sport de plein air et que vous enlevez tous les matériaux en plastique, il ne reste quasiment rien.
Et je me dis, quand on va se balader, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir le jogging en plastique, la veste en plastique, la casquette en plastique, les chaussettes en plastique, le sac en plastique, la gourde en plastique, alors qu'on pourrait très bien aller se balader avec vraiment le minimum. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de concrétiser ce qu'on fait par des objets en plastique. Et on s'en rend même pas compte, évidemment, puisqu'on sait même pas qu'ils sont en plastique. C'est ça. Là, j'ai envie de rebondir à 1000 milliards de choses que tu as dites parce que tout m'active et vraiment, je suis profondément contente que tu sois dans ce podcast parce qu'en fait, c'est vrai que ce sujet est systémique qui convoque des réflexions philosophiques jusqu'à notre rapport à la mort, et tu en parlais tout à l'heure, et vraiment, quand on se pose un peu, et on en parlait aussi avec Marion Valère, qui est la directrice du pavillon de l'Arsenal et qui a écrit un livre sur la place des morts en fait aujourd'hui dans la ville, mais en fait ça en dit long aussi sur notre rapport à la mort de manière générale, parce qu'en fait on l'a écarté des villes. Enfin, il y a quelque chose, si tu veux, qui est autour du rituel et de collectivement ce passage-là qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'il nous terrifie. Et donc, il engendre en fait tout un tas de réactions un peu de survie ou de choses qui sont anormales et qu'on a pris pour le normal parce qu'en fait, tout le monde a été un peu séduit par ces formes qui ont été créées. Et en fait, je parle du coup, moi, de mon expérience avec cette prise de conscience que j'ai eue là. Mais en fait, avec quoi est fait le beau que j'aime ? Et là, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ce beau était fait en grande partie avec ces cols, ces solvants, toutes ces choses, ou alors ces traitements anti-feu, anti-tache, qui, du coup, font partie de cette beauté que j'aimais, mais qui, finalement, en plastique, mon monde, quelque part. Et je me dis, aujourd'hui... si l'univers a fabriqué certaines matières et que ces matières vivantes, on est un peu en homéostasie, en sympathie avec elles, et qu'aujourd'hui on se sent pas bien dans nos intérieurs alors qu'ils sont très très beaux, peut-être que le plastique y est aussi pour quelque chose, tu vois, parce qu'en fait, on peut aussi s'imaginer que le plastique ne se laisse pas traverser de la même manière par les énergies du monde, tu vois. Et donc, bref, tout ça, moi, me passionne profondément parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui où on commence à comprendre que le sujet est systémique par rapport à tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on apprend, les chercheurs, l'information se diffuse et tout, c'est bien, je trouve, d'aller au bout, quelque part, de la démarche et de comprendre, comme tu l'expliques, que finalement, il y a encore des ignorances. Et c'est pas parce qu'il y a des ignorances et qu'on ne sait pas les rentrer dans des tableaux Excel qu'il faut qu'on les oublie. Nous, et que nous, on a aussi ce pouvoir un peu intérieur d'avoir des réflexes. Alors, c'est là où j'aimerais un peu... Des réflexes et du bon sens. Parce que là, par exemple, ce podcast est écouté par des personnes qui sont à la fois esthètes, des architectes d'intérieur, des étudiants, des galeristes, des gens qui, en fait, aussi aiment la créativité quand elle est matérialisée par quelque chose. Comment on pourrait muscler notre discernement ? Qu'est-ce qu'on pourrait un peu apprendre à faire, apprendre à poser ? Toi, quelles sont... parce qu'il y a aussi des fausses bonnes idées. Je vois, il y a beaucoup de personnes, même d'amis, tu vois, qui sont décoratrices, etc., auprès desquelles on vient proposer des solutions, carbone neutral, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, elles savent pas quoi dire ou quoi questionner pour bien comprendre les sujets. Alors c'est vrai qu'on peut démonter toutes ces fausses bonnes idées. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important, c'est de toujours... parce qu'il y a cette matière, comme tu dis, il y a ces objets, et puis il y a le temps autour. Et moi, il me semble qu'il est important de toujours questionner un objet dans son rapport au temps. Alors, on a parlé un petit peu justement de cette peur de la mort, du fait qu'on a des difficultés quelque part à regarder justement le soleil en face, c'est-à-dire cette mort, c'est-à-dire ce qui va se passer pour les générations à venir. Mais c'est aussi notre rapport au temps des générations avant, et puis à notre temps, à nous. Pour moi, c'est vraiment la clé. Ça a été la clé de l'arrivée du plastique dans notre monde. Ça a été quelque chose d'important dans la façon dont le plastique nous a façonnés. Parce que là, quelque part, on est en train de parler de reprendre le pouvoir. Parce que je crois que quand même, là, c'est vraiment l'inverse. On est vraiment presque dans une addiction vis-à-vis de ces objets. Parce que ces objets nous donnent l'impression de gagner du temps. On ne sait pas de quoi, en fait, vraiment. Par exemple, quand on achète un objet, un pull moins cher, on se dit on a gagné du temps. Parce que le temps, pour gagner l'argent nécessaire à payer ce pull.
Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est auto-entretenu. C'est-à-dire que si ce pull en plastique est moins cher, c'est parce qu'on l'a rendu moins cher. Parce qu'au départ, c'était pas le cas. C'est une matière très sophistiquée. Il a fallu mettre en place des filières industrielles énormes et monstrueuses pour que ce pull pas cher arrive chez vous. Donc ça veut dire que c'est quand même un façonnement de notre monde qui est quand même très très particulier. Donc je pense que ça c'est très important, ce rapport au temps. Et juste par rapport, je vais terminer avec ce rapport au temps qui explique pourquoi le plastique a pris aussi autant d'importance dans notre vie. Tout simplement parce que c'est un matériau qui se met en forme très vite et très facilement. On dit souvent, mais le plastique, c'est plus durable. Le plastique, plus durable dans le sens, ça va durer plus longtemps. Mais pas du tout. Le plastique, ça s'abîme très, très vite. Et on l'a vu, très vite, ça émet des micro et nanoplastiques. Par contre, le plastique, il se met en forme très facilement. C'est-à-dire qu'un matériau plastique, il suffit de le chauffer. Il devient mou. On lui donne la forme qu'on veut. Avec quelques colorants, on peut changer de couleur. Donc une forme d'une fibre pour faire un pull, d'un film souple, de quelque chose de rigide, etc. Et ensuite, en refroidissant, clac, il garde cette forme. Donc c'est sa mise en forme qui lui a vraiment donné quelque part sa force principale. Exactement. Parce que essayez de regarder tous les autres matériaux, il faut du temps pour les mettre en forme. Il faut couper, raboter du bois, il faut tisser, coudre ou des fibres. Il faut couper, coller, agrafer du papier, du carton. Vous pouvez souffler du verre. Voilà, pour le métal, c'est pareil, c'est des plaques ensuite qu'il faut assembler. Enfin, c'est pour leur donner la forme qu'on veut. Donc le plastique a servi la créativité, mais a servi une créativité rapide, quoi. Une créativité là, maintenant, tout de suite, très facile. Voilà. Donc c'est vrai que ça nous a, quelque part, ça a été une réponse à nos aspirations de créativité. Mais ça a été une réponse immédiate. C'est-à-dire que si on s'interroge sur le temps autour du plastique, on s'aperçoit que finalement, ce bénéfice que l'on a aujourd'hui, on est déjà en train et on va le payer extrêmement cher dans un temps un tout petit peu plus éloigné. Et c'est là où ce rapport au temps, il doit être interrogé. C'est-à-dire que le beau dans un objet, pour moi, c'est pas seulement le choc esthétique de la forme, de la couleur. C'est aussi tout ce qu'il va refléter en termes de temps sur d'où il vient, qu'est-ce qu'il va devenir, et pas seulement qu'est-ce que je vais ressentir et qu'est-ce que je vais en faire là tout de suite. Et alors ça, c'est intéressant parce que quand on entend un peu les discours sur la recyclabilité, etc., le plastique recyclé, on a l'impression qu'en fait, on a trouvé des solutions et que du coup, en fait, c'est OK et que quelque part, on a pris en charge ce sujet parce qu'il y a le plastique recyclé et le recyclage qui est là. Alors là, c'est une illusion, c'est-à-dire qu'on n'aime pas. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas être angoissé. De toute façon, c'est vrai qu'il y a eu quand même le développement d'une éco-anxiété qui fait que tout le monde fuit un peu les nouvelles alarmantes, et que du coup, dans les médias, il y a une recherche d'informations qui permettent de nous rassurer. Et c'est vrai que le recyclage en a fait partie. Le recyclage, moi aussi, j'y ai cru, j'y ai travaillé, j'y travaille toujours d'ailleurs. Mais bon, j'en connais les limites maintenant. Le recyclage, c'était se dire, le plastique ne rentre pas dans ces histoires de cycles biogéochimiques là qui stabilisent nos écosystèmes et nos êtres vivants. On va le créer de toutes pièces. Sauf qu'en fait, on n'a pas réussi parce que le plastique n'est pas fait pour être recyclé. Le plastique se fragmente tout de suite, donc il pollue tout de suite. Donc ça veut dire que on nous a mis dans la tête qu'il suffirait de bien gérer nos déchets pour qu'il n'y ait plus de pollution plastique. Mais non, pas du tout. Même une bouteille que vous mettez dans la bonne poubelle, elle a commencé à polluer dès le début. Elle a commencé à envahir votre atmosphère, votre air, votre eau et vos aliments. Et puis ensuite, le plastique, comme on l'a dit aussi, est un matériau qui interagit, c'est-à-dire qui va, au cours de son usage, il va absorber des polluants. Donc recycler, ça veut dire aussi le débarrasser de tous ces polluants. Et là, ce sont des traitements à haute température, en présence de gaz sous vide, qui abîment encore un peu plus le plastique, qui le fragmentent encore un peu plus. Donc pour pouvoir récupérer la qualité de ce plastique, on est obligé de le repolymériser, c'est-à-dire de reconstituer ces chaînes de polymères. Un plastique est un polymère, c'est-à-dire c'est un assemblage de monomères. C'est comme des petites perles. Et donc, ces petites perles sont assemblées entre elles. Et donc, le nom du plastique, c'est ça, c'est poly, et puis suivi du nom du monomère.
Polyéthylène, la perle, c'est de l'éthylène polymérisé. Polystyrène, la perle, c'est du styrène. Polyéthylène terephthalate, la perle, c'est de l'éthylène terephthalate. Et donc, dans la dernière partie, comme ces colliers sont abîmés, on va de nouveau avoir des traitements thermiques très très forts pour essayer de reconstituer ces colliers, pour redonner au polymère ses propriétés. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué, qui ne marche pas pour l'infinie majorité des plastiques, des plastiques que nous utilisons. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les décontaminer sans les abîmer. Et du coup, le seul qu'on est capable de vraiment recycler, c'est le polyéthylène terephthalate, le fameux PET, et encore que les bouteilles qui ont contenu de l'eau ou une boisson. Okay, parce que dès qu'il y a des matières grasses, tout ça, c'est trop difficile à décontaminer. C'est une autre histoire. Donc là, on peut refabriquer une bouteille avec une bouteille, mais c'est sur un nombre de cycles très limité. Et puis on rajoute très souvent de la matière vierge parce que le plastique est dégradé. Donc on va dire qu'on peut diminuer un peu la quantité. C'est-à-dire c'est comme si une bouteille, on pouvait l'utiliser 2 fois, quoi. Voilà. Mais on peut pas aller beaucoup plus loin. Et puis surtout, ça concerne que les bouteilles qui ont contenu des boissons, alors que là, quand même, pour les bouteilles d'eau, on peut les remplacer très facilement. Là aussi, il y a une autre façon de faire. On peut mettre des fontaines à eau potable un petit peu partout, et on peut tous avoir des gourdes. D'ailleurs, c'est c'est une évolution qui est déjà en route, et on re-remplit sa gourde, voilà, à la fontaine d'eau. Voilà, donc, nous languissons tous qu'il y ait des fontaines à eau dans les trains, par exemple. Ça serait quand même le minimum. Ouais, c'est une belle idée, ça. D'ailleurs, en Chine, il y a des fontaines à eau chaude et à eau froide dans tous les wagons de train. Donc, c'est un progrès qui existe déjà ailleurs. Donc, c'est vrai que là, ce seul plastique vraiment recyclable, c'est ces bouteilles d'eau en PET qui, quand même, on peut s'en passer. Tout le reste, ce qu'on appelle recyclage, c'est du décyclage. C'est-à-dire que on va retransformer un déchet plastique en un autre objet, mais du coup, on cherche pas à récupérer le même plastique pour refabriquer le même objet. C'est-à-dire que le plastique, on va le laisser dégrader, un peu polluer, un peu abîmer, et on va lui donner une autre forme, tout simplement. Et donc, c'est par exemple des bouteilles qui vont devenir des pullovers ou des chaises de jardin. Mais on n'enraye absolument pas la pollution plastique parce que l'objet en question, il continue à se dégrader. On n'enraye pas la pollution plastique parce que on fait disparaître des filières entières de matériaux naturels qui ne posaient pas de problème. La laine aujourd'hui, c'est un très bon exemple, ne coûte plus rien parce elle est de plus en plus remplacée par du polyester soi-disant recyclé, alors que en réalité on devrait appeler ça décyclé. Ensuite, on crée des filières qui sont dépendantes aux déchets plastiques, donc ça veut dire qu'après on est alimenter. Enfin, après on est tenu de continuer à alimenter ces nouvelles filières qui ont été en plus financées sur les deniers publics par des déchets, donc il faut continuer à utiliser des bouteilles en plastique pour pouvoir faire des pullovers en polyester recyclé. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui nous rassure. C'est-à-dire qu'on se dit, si on met sa bouteille dans la bonne poubelle, elle ne pollue plus. C'est l'image que cela donne. Donc, du coup, on continue à en acheter quand même, un peu plus facilement. Voilà. Donc, du coup, finalement, moi, on me dit, Nathalie, c'est mieux que rien quand même. La boucle est pas bouclée, c'est pas tout à fait, mais c'est mieux que rien quand même. Ben non, c'est pire que rien, parce que vraiment, on entretient, voire on accélère la pollution plastique avec ce recyclage qui n'en est pas et qui est en réalité du décyclage. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'on regarde dans tous les pays du monde, plus le pourcentage de plastique recyclé augmente et plus la consommation de plastique vierge augmente. Les pays, par exemple, comme l'Autriche, les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui recyclent le plus le plastique, certains affichent 50% de recyclage. S'ils étaient capables de recycler 50%, c'est-à-dire la moitié de leur plastique, ils auraient dû diviser par 2 leur consommation de plastique vierge. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque l'idée de ce plastique recyclé, c'est de remplacer le plastique vierge. Eh ben non, leur consommation de plastique, non seulement elle n'a pas diminué de moitié, mais elle n'a pas diminué du tout et elle continue d'augmenter. Et est-ce que tu parles de la production du plastique? Là, on s'est juste attaché vraiment aux matériaux, mais est-ce qu'en plus la production de ce plastique utilise d'autres ressources naturelles sous tension ou dont on doit prendre soin? Bien sûr, la production de plastique, elle consomme de l'eau, elle consomme de l'énergie. Et puis le plastique, c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas qu'un, on l'a vu, il y en a plein. Et puis surtout, ce sont aussi des additifs. Mais je sais pas, que le problème, c'est qu'il y a le polymère qui change. Mais il y a aussi tous les additifs qu'on met avec.
détachant, quelque chose qui est anti-tache, c'est quelque chose, c'est ça? Voilà, par exemple, alors par exemple pour faciliter la fabrication, pour rendre le plastique souple, pour le rendre colorant, pour le rendre anti-condensation. Bref, il y a pour le rendre plus résistant, pour le rendre, enfin, il y a tout un tas d'additifs. Ça peut aller entre quelques pourcents pour qu'il ne se dégrade pas trop vite. Des fois, pour qu'il se dégrade même plus vite. Ça dépend du type de plastique, on peut tout faire. Et ça va entre quelques pourcents jusqu'à plus de... Et ces additifs-là, en fait, c'est quoi? C'est l'extraction? C'est de la chimie. C'est de la chimie, d'accord. Pure, ouais. C'est vraiment de la chimie. Et c'est très souvent aussi de la pétrochimie. D'accord. Voilà. Alors après, ça peut être des additifs pour renforcer, par exemple, comme les fibres de verre, les fibres de carbone, notamment dans l'aéronautique, dans la construction, les plastiques sont jamais seuls. Un secteur qui est en pleine expansion pour l'usage des plastiques, c'est le secteur des transitions écologiques. Toutes les technologies de transition écologique utilisent de plus en plus de plastique, c'est-à-dire qu'en quelque part, on troque une empreinte carbone contre une empreinte plastique. Et donc, du coup, par exemple, je sais pas, les éoliennes, les pales d'éoliennes, donc c'est des composites, c'est-à-dire c'est une matrice de plastique dans lequel on a des fibres qui n'est pas, voilà, dont on ne sait pas quoi faire après. Les batteries électriques, c'est 30% de plastique. Les véhicules électriques, ils contiennent des quantités de plastique énormes parce qu'il faut les alléger. Enfin, toutes les technologies de transition utilisent beaucoup de plastique. Alors, après, c'est là aussi qu'il faut qu'on se dépêche de se pencher sur nos usages du plastique. Parce qu'il faut qu'il y ait des arbitrages qui soient faits. On a des plastiques, d'un côté des plastiques qui ne servent strictement à rien ou quasiment à rien, et puis d'un autre côté des plastiques qui vont nous permettre quelque part de vraiment nous sauver de quelques-uns des effets de notre consommation, comme celle de l'émission de gaz à effet de serre, au travers de ces technologies de transition. Donc il est bien évident qu'on va arbitrer avec une priorité donnée à toutes ces technologies de transition. Mais en contrepartie, nous devons réduire notre consommation de plastique non essentiel. Et je crois que là, actuellement, notre société, elle doit prendre, et quand je dis notre société, je pense vraiment à tous les acteurs, bien entendu, pas que les consommateurs, tous les secteurs professionnels et tous les industriels, prendre un virage pour aller vers des pratiques où on nous proposera des biens et des services avec le strict minimum de plastique. C'est-à-dire vraiment le plastique dont on ne peut pas se passer parce que il faut pas rêver. Je crois qu'on ne se passera jamais de plastique, complètement. Mais par contre, oui, moi, je rêve d'éliminer tous les plastiques qui ne nous servent pas à grand-chose et qui, en plus, nous mettent en danger. C'est ça le problème quand même. C'est qu'actuellement, on utilise tout un tas de plastiques, on ne sait même plus pourquoi. Et en plus, ces plastiques, sans même savoir que c'est des plastiques qui nous mettent en danger. Donc là, quand même, il y a un énorme virage à prendre. Mais pour moi, c'est un virage qui est très simple et qui est beaucoup plus simple que d'aller trouver le matériau miracle qui sera capable de remplacer tous les plastiques mais qui ne polluera pas, ou encore le procédé de recyclage miracle avec je ne sais quelle bactérie ou quelle enzyme qui nous permettra de régénérer le même plastique à l'identique, puisque ce problème de pollution, quelque part, il existera toujours. Donc le plastique est un matériau qui est précieux, mais qui est dangereux. Il n'est pas bénin, il est dangereux. Donc il faut l'utiliser moins et mieux. Et alors justement, quand on veut l'utiliser moins, ce qui est quand même aujourd'hui l'envie d'énormément de designers-chercheurs, de toutes vraiment beaucoup de personnes qui mettent en œuvre de la matière, tu vois, et qui sont dans cette création des objets qui composent notre monde, parce que notre monde est quand même rempli d'objets. Tu vois, les sujets qui butent, ça va être les sujets des cols, le sujet des liants, le sujet de l'anti-feu, le sujet de, tu vois, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que tu es un peu optimiste sur les alternatives, sur les recherches? Est-ce qu'on a besoin de soutenir davantage? Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut se réjouir? Non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont faites. Quand je parlais de réduire notre consommation, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à faire. Nous allons dans les supermarchés, nous achetons des fruits et légumes et nous les mettons dans des sacs de papier craft. Ça ne nous pose pas problème, on est très bien avec ça, donc c'est quand même un sacré pas en avant. On n'utilise plus de sacs plastiques en sortie de caisse. Nous avons nos sacs de coton que l'on lave et réutilise, ça ne pose pas de problème non plus majeur. Nous sommes en passe d'interdire les emballages des fruits et légumes pour tous les fruits et légumes frais.
On a failli le faire un petit peu avant l'Europe, mais finalement, le lobby industriel a eu raison de la volonté française d'interdire ces emballages plastiques. Mais là, ça, c'est en cours. Il y a une loi qui vient d'être votée au niveau de l'Europe et qui nous dit qu'en 2030, on n'aura plus d'emballage plastique de fruits et légumes. Voilà. Et puis, par exemple, il y a des exemples pour moi qui sont assez spectaculaires, comme c'est cette initiative de cantine sans plastique menée par le gouvernement, qui a impliqué tout un tas d'acteurs aussi. Et on a déjà une grosse proportion, en tout cas une bonne vingtaine de cantines qui sont vraiment à zéro plastique, alors qu'on partait où on avait dit non, on peut pas se passer de plastique, tout est resté trop lourd, c'est pas gérable. Si on a trouvé des solutions pour tout, pour moi c'est quand même vraiment un sacré succès. Donc ça va s'étendre à toutes les cantines et à toute la restauration collective française. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en route pour ça, mais quand on regarde les augmentations de consommation, elles sont bien supérieures aux efforts pour réduire notre consommation. Donc là, il faut qu'on renverse la machine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne limite les nouvelles utilisations, les utilisations du plastique que vraiment à ces technologies de transition dont nous avons besoin là, aujourd'hui, d'une façon importante et urgente. Et puis qu'on arrête d'utiliser par ailleurs. Alors, après, tu me parles des cols, des liants. C'est vrai que là, il y a plein de choix maintenant. Il y a plein de matières premières naturelles qui existent, qu'il faut peut-être redécouvrir ou inventer, tout simplement. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans cette optique-là. Moi, je suis très, très optimiste. Je vois autour de moi plein de choses qui sont découvertes. Alors, après, il faut faire attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis, il faut faire attention aussi à ne pas encourager. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, toutes ces innovations, elles restent encore une fois sur des matériaux dont on a vraiment besoin. Il faut qu'on évite de donner de faux espoirs en se disant on va pouvoir consommer de façon déraisonnable sans avoir d'impact sur notre environnement. Ça, c'est totalement illusoire. C'est un mirage. Bien sûr, et je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, que dans le podcast, j'ai cette question, où est le beau? Parce qu'en fait, je pense que ça participe aussi de savoir ce qu'on aime vraiment. Ça fait partie des choses qui éloignent la poubelle de ton objet, quelque part, de ton utilisation. Donc du coup, et puis si tu as eu un coup de cœur et que tu as aimé quand il vieillit, etc., et que tu en prends soin, et puis même si un jour, en fait, t'en veux plus, mais que t'en as quand même pris soin, si tu le revends, enfin, tu vois, il y a aussi ce truc-là quand même du rapport émotionnel. Le beau, c'est pas que ce qu'on voit non plus. Voilà. Et donc certes, il y a un objet, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est la façon dont on va vivre autour. Et c'est là où on a souvent du mal à essayer de construire un beau autour d'un objet, mais qui ne soit pas une accumulation d'objets. Le beau, ça va être aussi la façon dont on va vivre avec cet objet. Donc, c'est pour ça qu'un objet dont on n'a pas forcément besoin, peut-être qu'on aura quelque chose d'encore plus beau en se passant de cet objet dans notre vie. Oui, puis moi aussi mettre de la valeur à certains renoncements et de la valeur ailleurs où en fait on n'en met pas forcément aujourd'hui. Mais là très concrètement, et moi je suis vraiment en lien, tu vois, et même avec l'association, et d'ailleurs je te remercie d'avoir fait partie cette année du jury du prix Amants Vivants. En fait, ils cherchent quand même à vouloir peut-être inifuger des choses, à vouloir en fait agglomérer des chutes de quelque chose, mais de manière pérenne. Et c'est vrai que le plastique et certaines colles avaient des propriétés complètement géniales. Et donc aujourd'hui, pour arriver à la hauteur de ce à quoi on a été biberonné quelque part, c'est compliqué pour eux, surtout qu'en fait, peut-être qu'il faut muscler ces partenariats avec la recherche ou muscler des dialogues en fait qui ont été coupés parce qu'on a fonctionné beaucoup en silo jusqu'à présent dans la création et qu'on n'a pas forcément dialogué avec voilà. Et aujourd'hui, je pense que il faut un peu explorer un peu comme des aventuriers, essayer de partir à la rencontre d'autre chose. Il faut pas avoir peur de la vraie innovation. Et la vraie innovation, c'est pas
cette innovation technologique que l'on réplique à l'infini, parce que quelque part, pour moi, c'est pas ça l'innovation. On n'est pas en train d'innover lorsqu'on fait des découvertes technologiques de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés. Pour moi, l'innovation, elle va se situer vraiment dans une autre dimension. Et cette autre dimension, encore une fois, ça sera les interactions avec les acteurs de la société et avec leur bien-être et avec leur mode de vie et leur mode de consommation. Mais ça veut dire interagir avec la science, mais ça veut dire aussi développer de nouvelles interfaces scientifiques. C'est-à-dire qu'il va falloir développer des interfaces entre la science dure, entre guillemets, celle des matériaux par exemple, et puis les sciences humaines, les sciences sociales, la philosophie, la psychanalyse, enfin, il y a tout un tas d'interfaces à développer qui vont nous permettre d'avoir de vraies innovations qui ne se contenteront pas justement de répliquer à l'infini des innovations technologiques qui ont fait quelque part notre progrès d'après-guerre. Mais pour moi, c'est terminé ça. C'est pas ça l'avenir. C'est plus ça l'avenir. Donc, il faut vraiment essayer de regarder ailleurs. Il faut avoir le courage de changer. Et le changement, souvent, ça se fait pas en un seul coup. Ça se fait pas en une seule étape. Ça se fait par petits bouts. Et en même temps, c'est un peu bizarre, le changement. Parce que des fois, surtout quand il s'agit d'un changement sociétal, on a l'impression que rien ne se passe, et puis tout d'un coup, paf, il y a une espèce de, un espèce de phénomène d'agrégation. Voilà. Et puis tout d'un coup, ça devient massif. C'est-à-dire que ça devient un courant collectif que tout le monde va accepter de prendre. Et là, on se rend compte que, hop, tout d'un coup, une idée qui était complètement aberrante, et ben, tout d'un coup, ah ben oui. Et ben, voilà. Et du coup, tout le monde est prêt à entendre. Et moi, je l'ai vécu, ça, parce que en 30 années, je peux vous dire que, au début, quand je travaillais sur le plastique et que je parlais de pollution plastique et de réduction de consommation de plastique personne n'était prêt à entendre. Et puis, tout d'un coup, un jour, paf, hop, voilà, ça y est. Le changement était amorcé. Alors, je dis pas qu'on a pris le virage qu'il nous faut prendre, mais disons que, quand même, il y a des éléments qui nous donnent des appuis pour commencer à tourner et à changer de direction. Mais il faut vraiment y aller, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est ça le problème. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut pas avoir peur de l'inconnu dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut accepter de changer quelque part aussi les valeurs que nous ont transmises les générations avant. C'est à nous de réinventer de nouvelles valeurs. On a tous des parents qui n'avaient qu'une envie, c'était de nous voir avec un bon salaire, c'est toutes ces loyautés un peu familiales. Voilà, parce que quelque part, à partir du moment où on était capable de se payer des richesses matérielles, on allait être heureux, c'était la base. Bon, ben là, il faut accepter quand même maintenant l'idée que, certes, on a besoin d'un minimum, mais que quand on en a trop, l'effet, il est inverse. Et que donc il y a vraiment un optimum à avoir. Cet optimum a été déterminé dans certaines études. Il y a une étude norvégienne qui a montré que, par exemple, le salaire optimal par personne était de 3 300 €, hein, et que en dessous, alors c'était en Norvège, donc bon, peut-être après ça dépend du niveau de vie, mais en dessous, on tire un peu le diable par la queue, on avait des problèmes, mais au-dessus, c'était pas mieux. On passait notre temps à gérer justement tout ce patrimoine, ce bien matériel. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces choses où on le dit, mais en fait, tant que tu l'as pas vécu dans ta peau, t'y crois pas. Enfin, en fait, c'est toujours cette histoire du toujours plus en conséquence, tu vois. Donc, alors, moi, je fais souvent le parallèle avec. Je sais que j'ai eu une grand-mère qui a vécu la guerre vraiment de façon, dans sa vie de femme, et qui a souffert de la faim, et que quelque part, c'était elle nous répétait très souvent, il vaut mieux faire envie que pitié. Et donc, quelque part, derrière ça voulait dire, il vaut mieux manger trop que pas assez. Et donc, c'était vraiment la génération où il fallait manger, manger, manger. On ne mangeait jamais trop. Et maintenant, on sait que manger trop, actuellement, c'est en train de décimer une moitié de la population. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours une partie qui ne mange pas assez, mais on a quand même une grosse partie qui mange trop et qui en meurt. Donc, l'espérance de vie est en train de diminuer à cause de ça. Maintenant, on le sait. La nourriture, pour les biens matériels, pour moi, c'est la même chose.
C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec des parents qui, quelque part, les biens matériels, on n'en a jamais assez. Et maintenant, non, je crois que les générations à venir, elles sont en train de changer complètement là-dessus aussi. Non, c'est faux. Les biens matériels, quand on en a trop, c'est quelque chose qui nous dessert et qui, quelque part, nous porte préjudice. Donc, d'où ces besoins d'interface, comme tu le disais. Et moi, je trouve que cette idée est complètement géniale, de se reposer en fait ces questions de comment on habite maintenant et d'avoir un peu ces visions beaucoup plus nourrissantes aussi et avec le sens qu'il y a derrière. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on cherche. Tu sais, il y a pas mal de, j'en reviens à eux, mais vraiment de prescripteurs de matière, etc., qui ont un pouvoir d'action parce qu'en fait, ils peuvent dire sur un projet, on va mettre ça ou on va mettre ça, tu vois. Mais en fait, est-ce que aujourd'hui il y a des endroits, des index, des sites de référence, des choses qui permettent de comprendre les pièges un peu du greenwashing et de savoir que ça c'est une vraie bonne idée, ça c'est une fausse bonne idée? Alors c'est très compliqué parce que dans ce domaine, comme dans les autres, il y a énormément de sociétés de conseil qui se montent, mais qui sont là quand même d'abord, pas que, mais d'abord pour faire du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que c'est aussi très très compliqué de démêler les fils. Et moi je pense que tant que nos autorités n'auront pas imposé une obligation d'information et d'étiquetage clair en ce qui concerne le plastique, on sera tous un peu dans le brouillard, c'est très compliqué de démêler. Même moi, quand on me dit « il y a tel matériau qui a été développé, il y a tel objet, il y a tel… » Ça me prend toujours beaucoup de temps pour savoir ce qu'il y a dedans et c'est très compliqué. Et des fois, je suis obligée de passer au labo et d'aller le passer en spectre infrarouge pour savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a quand même une nécessité de transparence, mais même pas… C'est vraiment quelque chose de très important. Je crois que là, parce que on a grandi dans une société du secret industriel, et je crois que là, on a besoin de transparence. Et pour finir, parce que là, juste, est-ce que tu as un petit mot sur la dégradabilité du plastique, là, tout ce qui est biodégradable? Là, c'est pareil, on ouvre la boîte de Pandore. Il y a du biodégradable qui n'est pas biodégradable parce que dans la définition du biodégradable, s'y intègre un matériau qui s'appelle du PLA, qui n'est biodégradable que si la température devient pour que le matériau se dégrade en conditions réelles. Voilà. Après, il y a d'autres matériaux biodégradables qui sont en cours de développement et on les critique parce que ça se biodégrade pas forcément aussi vite. Oui, j'ai envie de dire oui, je sais. Il se dégrade pas forcément assez vite. Le mammouth non plus n'est pas forcément complètement biodégradable. On en retrouve dans certains glaciers. Il faut faire attention là aussi, bien entendu, on y travaille. Il y a énormément de recherches. J'en conduis moi-même, voilà. J'y passe beaucoup de temps, mais là encore, ce sont des matériaux. Ne vous imaginez pas que ces matériaux-là vont pouvoir remplacer les quantités pharaoniques de plastique que l'on utilise. Il va falloir vraiment les garder pour les quelques plastiques bien essentiels dont on a besoin. Mais oui, il y a quand même des progrès qui sont faits là-dessus, même si c'est pas parfait, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est des matériaux quelque part qui peuvent nous garantir qu'il n'y aura jamais d'accumulation de ce matériau plastique sur Terre, tout en nous apportant le même confort en termes de mise en forme. Voilà, donc c'est pas mal, mais là encore, je le répète, on ne pourra jamais le produire en aussi grande quantité que ça n'aurait pas de sens, quoi. Donc oui, il y a des matériaux, mais la nature nous en offre tout un tas de matériaux biodégradables et qui sont déjà à notre disposition, hein. On n'a même pas besoin de chercheurs pour ça. Mais en fait, c'est ça. C'est aussi. Est-ce que tu as un petit message pour la fin Moi, je dirais peut-être plutôt le temps du choix, le temps de la réflexion, prendre le temps de la réflexion pour essayer de comprendre ce que devient un matériau et comment le choisir par rapport à son devenir sur le très long terme, par rapport à d'où il vient et où il va et c'est ce qu'il devient. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter, il faut faire attention parce que nous vivons dans une société de concepts où on nous vend des mots. Quelque part, ces mots, on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'ils nous séduisent parce qu'on y met vaguement une idée derrière, mais on ne sait plus bien ce que ça veut dire. Donc moi, le mot de la fin, c'est gardez votre bon sens, gardez les pieds sur terre. Et lorsque vous travaillez avec des matériaux, demandez-vous réellement ce qu'ils deviennent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Essayez de vous imaginer ce qu'ils vont devenir, où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est très important. Et pour moi, c'est vraiment garder son bon sens et les pieds sur terre. C'est très important. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.